On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire du poème Page d'écriture, extrait du recueil Paroles de Jacques Prévert. Jacques Prévert, poète, parolier, dialoguiste et scénariste français, publie en 1946 Paroles. Il souhaite, avec ce recueil en vers libre, s'affranchir de toutes les règles traditionnelles pour créer une poésie proche de la langue orale. C'est pour cette raison que le titre Paroles n'est pas choisi par hasard, car il est l'anagramme de la prose. Dans le poème Page d'écriture, Jacques Prévert met en scène l'un de ses personnages favoris, l'enfant, déjà mis à l'honneur dans le poème Le Cancre, en plein milieu d'une leçon d'algèbre. Le titre Page d'écriture suggère un travail pénible, une punition, mais soudain, un oiseau lyre apparaît dans le ciel et rompt la monotonie du cours, se présentant comme le moyen de faire voyager l'enfant. Ainsi, nous allons nous demander en quoi Jacques Prévert, dans Page d'écriture, met en scène la puissance libératrice de l'imagination. Pour cela, nous verrons des vers 1 à 7 la leçon d'algèbre, des vers 8 à 17 l'apparition réelle ou rêvée de l'oiseau, l'échec du maître face au jeu de l'enfant et de l'oiseau des vers 18 à 28, le chant de l'oiseau des vers 28 à 43 et enfin la puissance de l'imagination des vers 44 à 52. Débutons par notre premier mouvement, la leçon d'algèbre des vers 1 à 7. Le poème s'ouvre sur la voix du maître d'école qui récite une table d'addition. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16, vers 1 à 3. Nous pouvons relever une allitération en D et en K qui accentue l'aspect répétitif de la leçon. L'impératif, suivi du point d'exclamation répété, montre un enseignant autoritaire qui ne laisse aucune place à la spontanéité. Effectivement, la répétition des vers 1 à 3, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16, rend compte de l'ennui qui s'empare de l'enfant. Passons à notre deuxième mouvement, l'apparition réelle ou rêvée de l'oiseau lyre des vers 8 à 17. Cependant, brisant la monotonie du cours d'algèbre, un oiseau va apparaître. En effet, la conjonction de coordination « mais » vers 8 interrompt la récitation du maître. L'élément déclencheur intervient, un oiseau vole dans le ciel. L'enjambement « mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel » vers 8 et 9 accentue le caractère inattendu de cette apparition. Il est important de noter que le mot « oiseau lyre » a plusieurs significations. En premier lieu, la lyre est un instrument de musique étroitement lié à la poésie. Si on songe à Orphée, cet oiseau pourrait donc être vu comme l'incarnation de la poésie. De plus, lyre est l'homonyme du verbe lire, L-I-R-E. Cet oiseau devient de la sorte un symbole de liberté, d'imagination, permis par la littérature, par la poésie, qui s'oppose à la platitude du cours d'algèbre. La musicalité des 3 tétrasyllabes, les tétrasyllabes sont des vers de 4 syllabes, que l'on pourrait considérer comme un alexandrin coupé en 3 fragments, l'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle, vers 10 à 12. Je me permets de préciser que Rimbaud, lui aussi, disloque un alexandrin dans le poème Les Effarés, puisqu'il met sur 2 vers ce qu'on peut considérer comme un alexandrin. Le boulanger au gras sourire, et vers suivant, chante un vieillard. Cette façon, donc, cette dislocation de l'alexandrin, si on considère cela ainsi, marque l'envie du protagoniste d'échapper à la leçon qui l'assomme. Le désir d'émancipation est si puissant que la vie de l'enfant semble en dépendre, en témoigne le rythme binaire « Sauve-moi, joue avec moi » vers 13 et 14. Le vers 15 paraît être un cri poussé par l'enfant. L'apostrophe oiseau est riche de sens car elle renvoie d'une part à l'animal, mais aussi à toute la symbolique qui l'entoure. L'enfant demanderait alors à l'imagination de le sauver, de le libérer. L'appel du personnage est entendu puisque les vers 16 et 17 indiquent que le volatile accepte l'invitation. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. Dans notre troisième mouvement, nous allons nous intéresser à l'échec du maître face au jeu de l'enfant et de l'oiseau des vers 18 à 28. La répétition des calculs 2 et 2, 4 vers 18 et l'impératif répété vers 19 pourraient signifier que la leçon du maître l'emporte sur l'imagination. Néanmoins, l'interrogation partielle et 16 et 16 de qu'est-ce qu'ils font vers 24 marque une rupture significative dans la litanie. La litanie, c'est la répétition ennuyeuse et monotone de l'enseignant. Il faut noter un jeu de mots à partir du verbe faire. Depuis le début du poème, le verbe est utilisé pour indiquer le résultat de l'action. 2 et 2 font 4. Pourtant, à partir du vers 25, les chiffres semblent personnifiés. Ils ne font rien 16 et 16, comme si par la force de l'imagination, ils étaient devenus vivants. Gagnés par le désir de liberté de l'enfant, ils s'opposent à l'ordre établi, aux mathématiques, et s'échappent de la classe. Ils s'en vont vers 28. La paronomase font-vont traduit bel et bien le fait que les chiffres qui obéissaient mécaniquement à la récitation du professeur, font, se sont émancipés, donnant lieu à vont, signant leur départ. Ce vent de liberté va alors souffler dans la classe tout entière.
C'est dans notre 4e mouvement que nous allons nous focaliser sur le chant de l'oiseau des vers 29 à 43. Il est intéressant de noter que l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre, autrement dit dans un objet qui est étroitement lié à l'école, à l'enseignement, mais aussi à l'ennui. Par ce geste, il entend faire entrer l'imagination dans la salle de classe. Le parallélisme de construction et tous les enfants entendent sa chanson et tous les enfants entendent la musique des vers 31 à 34 indique que le chant de l'oiseau est désormais audible par tous. Alors que les enfants n'avaient accès qu'au rythme monotone du professeur, ils entendent à présent une mélodie bien plus agréable, celle de l'oiseau. Mais aussi, si on pense aux origines musicales de la poésie, celle de la poésie. Ainsi, les chiffres les uns après les autres s'animent et regagnent leur liberté. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont et 4 et 4 et 2 et 2 à leur tour fichent le camp. L'apparition du langage familier fiche le camp, vers 37, accentue l'émancipation qui les gagne. Deux musiques contraires se superposent. L'enfant chante et le professeur crie, vers 41-42. Nous pouvons noter l'antithèse entre chanter et crier et le fait que le chant de l'enfant est bien plus séduisant que le cri de l'enseignant. Le vers 43 est la dernière tentative du professeur de faire revenir le calme grâce à une phrase exclamative « Quand vous aurez fini de faire le pitre ». Pourtant, son ton menaçant ne peut arrêter l'imagination qui s'est immiscée dans la salle de classe. Nous allons donc terminer par notre dernier mouvement, la puissance de l'imagination, des vers 44 à 52. Une nouvelle fois, la conjonction de coordination « mais » vers 44 est utilisée afin de rendre compte d'un basculement dans le poème. Effectivement, la tentative de l'enseignant de rétablir l'ordre est vaine, car la musique, la poésie vont libérer les enfants. Le décor, les éléments fabriqués qui les entourent redeviennent peu à peu des matières premières. Tout commence par les murs de la classe qui enferment les enfants. Le verbe d'action s'écroule, vers 47, marque la libération, peut-être rêvée, peut-être réelle, des personnages. L'allitération en R, qui rythme la dernière partie du poème, mime cet écroulement, cette transformation. Vitre, encre, pupitre, arbre, craie, porte-plume. La magie s'empare de la salle de classe et les enfants, par la force de l'imagination, métamorphosent des objets fabriqués par l'homme. Ils retrouvent leur état naturel grâce à la répétition du préfixe redeviennent. Il y a une forme de gradation ascendante dans les éléments puisqu'on passe du sable à l'eau, aux arbres, à la falaise. Petit à petit, un univers nouveau, de plus en plus vaste, de plus en plus grand, presque sans limite, arbres, falaises, s'ouvre aux enfants. C'est également un retour à un monde plus proche de la nature. Enfin, le vers 57 confirme l'hypothèse selon laquelle l'oiseau est la métaphore de la littérature, de la poésie, puisque l'objet qui symbolise l'écriture reprend sa forme idéale, le porte-plume redevient oiseau. L'imagination triomphe et emporte tous les enfants. Pour conclure, tel un petit poussé rêveur, l'enfant du poème Page d'écriture refuse l'ennui du quotidien, s'évade, s'émancipe grâce à un oiseau lyre. Comme chez Rimbaud, cette émancipation est plurielle, intellectuelle, physique et poétique, et l'imagination semble alors n'avoir aucune limite.